Bonjour à tous, ici Jean Bourbeau pour le balado Urbania. Chaque semaine, on fait une petite incursion dans les coulisses de nos meilleurs reportages. Aujourd'hui, je suis avec Antonia Juarez. Bonjour. Hello. Depuis 2018, un programme du gouvernement provincial tente de répondre à deux réalités en même temps, la crise du logement étudiant et l'isolement des aînés. Ça s'appelle Échange entre générations. Le principe est simple, des étudiants vont habiter dans une résidence pour personnes âgées pendant 9 à 12 mois. En échange de quelques heures de bénévolat par semaine et d'une présence auprès des résidents, ils obtiennent un toit et un repas par jour. Un win-win qu'on pourrait dire intergénérationnel. Mon estimé collègue de 24 ans, qui n'a pas connu le 11 septembre, vient justement d'en faire l'expérience pendant un mois et de publier un micromag sur le sujet. Antonia, première question. Est-ce que tu parles vraiment espagnol ou c'est juste pour le front? C'est juste le front. OK. Ceci est un scam. Il n'y a rien de vrai. Parfait. Bon, on coche ça. Autre question qui intrigue beaucoup les gens qui ont vu le reportage. Est-ce qu'on a été méchant avec toi parce qu'on te voit un moment donné pleurer? Non. Non, il n'y a personne qui a été méchant. C'est des vrais pleurs d'émotion. Parfait. Bon, deux bonnes questions de régler. J'adore ça, ça part bien. Tu sais, ma première question sérieuse, c'est avant de te lancer dans cette immersion, c'était quoi tes a priori sur l'expérience? Ben, c'est la première fois là, que j'allais faire une expérience comme ça, là, en mode immersion. Là, pour moi, c'était quand même un gros engagement là, de me dire que genre, bon, je déménage mes affaires, puis genre, j'habite là pendant un mois. J'avais peur de genre m'ennuyer, de trouver ça genre vraiment long, tu sais, de trouver ça tough, puis d'être genre, OK, il faut que genre, je reste ici pendant un mois. Tu sais, comme on a beaucoup entendu parler là, des RPA, de genre la solitude, l'isolement des aînés, comme du traitement aussi là, qu'on donne aux aînés. Fait que, tu sais, on en a pas parlé de manière hyper positive. Mm-hmm. Fait que, on dirait que j'avais beaucoup de comme appréhension par rapport à ça, là, tu sais, de comme, est-ce que, évidemment, avec Aude, la réalisatrice, on a comme fait nos recherches là, pour comme que j'aille dans un endroit qui a de l'allure, mais ça restait quand même un peu une inquiétude de genre, est-ce que je vais tomber comme sur une bonne place? Puis au final, oui, là. Genre, j'ai vraiment été chanceuse, puis c'est des gens, genre, full incroyables qui m'ont accueillie, mais ça reste que c'était quand même un petit stress que j'avais, là. Mm-hmm. Puis parmi tes appréhensions, qu'est-ce qui s'est confirmé? Puis aussi, qu'est-ce qui t'a le plus surprise? Ben, c'est sûr que c'est ça. Au final, l'accueil était vraiment beau, puis genre, j'ai rencontré des belles personnes. Fait que ça l'a comme... C'était... Tu sais, j'avais cette appréhension-là, je suis arrivée là-bas, c'était pas ça, là. Fait que genre, c'était une belle surprise, si on veut, d'être aussi bien accueillie. C'est beau, t'es la mode. Tu tricotes bien. Ouais, vous trouvez? J'ai dit, tu vas lui montrer comment changer de couleur. Oui, j'ai commencé un petit tricot. C'est beau, hein? C'est pas beau si pire. vert. Oui. Chocolat. Ah, ben voyons donc! Je suis bien chanceuse! Dans ma tête aussi, c'est ça allait être long puis comme ennuyant. Au final, pas du tout, là, dans le sens que on dirait que j'avais genre cette image-là des personnes âgées, là, tu sais, que c'est genre à un certain point, je sais pas, t'arrêtes de rire et d'avoir du fun, mais pas du tout. Arrête de vivre, ouais. Ouais, c'est ça. Mais pas du tout. Genre, j'ai eu du fun, j'ai ri avec des madames là, qui avaient genre 3 fois mon âge, là. C'était le fun. Fait que dans ton reportage, y avait-tu comme la volonté de débunker certains mythes que la jeunesse associe un peu aux personnes âgées? 100%, là, tu sais, ça faisait partie un peu... Mais tu sais, c'est ça, c'était une quête qui était très personnelle, là, puis aussi, tu sais, c'était des choses des idées préconçues que moi j'avais, tu sais, fait que c'était pas non plus faké, là, c'était vraiment des choses que moi je voulais démystifier, mais il y avait 100% cet intérêt-là aussi de moi démystifier ça en allant là-bas, puis de si je peux comme encourager des gens de mon âge à comme aller aussi vers des personnes âgées, puis comprendre que c'est pas... T'sais, c'est plus que ce qu'on peut... un fossé si grand que ça qui nous sépare. Ça. Ouais. Puis, c'était quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé le plus fun dans ton expérience? J'ai full aimé, genre, jaser avec eux, puis comme en apprendre plus sur, genre, leur histoire de vie, là. Tu sais, genre, à chaque fois que, genre, j'ai rencontré, j'apprenais quelque chose de plus. Tu sais, par exemple, il y a une résidente, Gabrielle, Annie, qui me raconte que, genre, elle, à mon âge, elle était prof, puis que, genre, elle a été envoyée en Allemagne pour être comme... pour enseigner aux enfants des militaires canadiens, puis qu'elle avait juste, genre, 24 ans quand elle a fait ça, puis genre, elle me racontait, puis elle me montrait, là, genre, des archives de, genre, journaux qu'elle avait découpés de l'époque, des petites photos d'elle, genre, en blanc et noir avec ses amis là-bas. On dirait, comme c'est ça, de découvrir, de voir qu'il y avait plein de vécus. C'était vraiment le fun de partager ça avec eux. Puis, à l'inverse, c'était quoi le moment où est-ce que t'étais comme « Ah, c'est plus tough, on va peut-être se retourner chez nous ».
Ben, il y a eu, tu sais, des témoignages de solitude, un peu, là, tu sais, de personnes qui me racontaient que, genre, tu sais, ils parlent plus nécessairement comme à leurs enfants, ou qu'il y a pas de gens de leur famille qui vont les visiter. Puis, tu sais, c'était quand même un peu touché parce que, tu sais, je suis pas là pour... C'est pas ma job, là, d'être là puis de, comme, les accompagner ou les soutenir dans cette solitude-là. Fait que, tu sais, c'était de, comme, être quand même là, de prêter, comme, mon oreille, là, de, comme, les écouter. Mais en même temps, je suis pas outillée pour, comme, les aider, là. Fait que c'était comme un petit peu plus touché comme moment. Mais je pense aussi qu'il y avait le côté de genre, puis peut-être que toi, ça t'est déjà arrivé dans tes reportages plus comme de terrain, mais de documenter ça en voulant respecter, mettons, leur dignité et consentement là, de ces personnes-là. Tu sais, moi, j'arrivais là-bas, puis je voulais comme avoir des interactions vraies, là, tu sais, des interactions authentiques, mais en même temps, je voulais documenter ça pour mon reportage. Fait que là, au début, je suis comme là avec mon cell à comme essayer de comme filmer des conversations qu'on a genre dans le corridor, puis comme c'était tellement weird, genre c'était tellement comme intrusif de genre sortir mon cell puis de juste filmer comme une conversation vraiment banale dans le corridor. Puis je le voyais que eux aussi au début ils comprenaient pas trop là, ils étaient comme pourquoi tu veux filmer genre cette conversation là full genre random qu'on a dans le corridor. Fait qu'il y avait ça aussi au début là, genre je me demandais beaucoup comment genre vivre mon expérience mais en même temps genre le documenter. Puis je pense que ça l'a beaucoup aidé quand Aude est venue à la résidence avec une vraie caméra. Genre, moi, au début, je pensais que la caméra, ça allait être plus intimidant pour eux. Mais je pense que au contraire, eux, ça leur permettait de comme plus comprendre, tu sais, dans leur tête. Ça comme... officialisait que c'était on the record. C'est ça, exactement. Tu sais, pour eux, comme, tu sais, la caméra égale, genre, reportage égale télé. Fait que c'était comme plus clair ce que je faisais avec ça versus le cell qui était un petit peu plus comme intrusif. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, quand on regarde ton reportage, c'est quand même, tu sais, une fenêtre assez joyeuse de la réalité des RPA. Tandis qu'il y a un côté, on va dire, un peu plus sombre que tu as sûrement vu. Puis après ça, c'est dur, comme tu l'exprimais, de le mettre dans le reportage, de bien filmer ça. Mais, tu sais, comment, dans le fond, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il fasse partie du reportage que vous n'avez pas pu mettre dedans? Ce côté-là un peu plus human, que justement, c'est pas juste un conte de fées habité dans une maison comme ça. Ben, c'est sûr que déjà, en allant là-bas, moi, j'y allais pour comme vivre l'expérience, là, j'y allais pas pour comme dénoncer quoi que ce soit sur les RPA. Là. C'était pas comme ma mission en allant là-bas. Mais tu sais, c'est sûr, par exemple, on voit pas d'image de comme quand je suis allée au CHSLD, parce que dans le fond, c'est ça, il y avait la RPA qui était comme reliée au CHSLD avec une passerelle, tu sais, puis il y avait comme des salles communes au CHSLD. Fait qu'il y avait comme beaucoup de mouvements entre la RPA puis le CHSLD. Moi qui étais jamais allée dans un CHSLD de ma vie, j'ai marché genre dans les étages, puis comme ça m'a vraiment choquée, là, tu sais, parce que j'étais comme, OK, c'est pas du tout le même style de vie que dans une RPA. C'était vraiment plus tough, mais tu sais, là, ça n'a pas fait partie du reportage, si on veut, cette réalité-là, mais c'est quand même quelque chose que j'ai vu, puis que je pense que les étudiants qui font partie de ce programme-là, veulent pas, vont être en contact avec ça, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être comme à l'aise de voir ce genre de trucs-là. Puis on apprend à travers ton reportage qu'il y a une vingtaine, trentaine d'étudiants par année au Québec qui ont accès à ce programme-là. C'est quand même peu. Ouais. Est-ce que, à partir de ce que tu as vécu, tu penses que ça mériterait un déploiement plus grand? Bien, je pense que oui. Je pense que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai vraiment eu comme une belle expérience. Je pense que ça mériterait d'être plus gros comme programme. Là, on s'entend, c'est comme 1 à 2 étudiants par RPA. Je pense que, tu sais, on pourrait le faire dans... En même temps, je dis dans toutes les RPA. Je sais pas si toutes les RPA ont justement les ressources et capacités d'accueillir, parce que de ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est tout part de la volonté des RPA. C'est eux qu'il faut qu'ils fassent comme la demande au secrétariat de la jeunesse, là, qui finance ce programme-là pour recevoir le financement puis accueillir l'étudiant. Puis de ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est quand même beaucoup de ressources, beaucoup de financement de comme encadrer l'étudiant là, qui est là. Fait qu'il faut que la RPA veuille le faire. Mais moi, je pense 100% qu'il y aurait assez d'étudiants qui seraient intéressés à participer à ça.
puis que s'il y a plus de RPA qui démontrent de l'intérêt, les jeunes embarqueraient. Là. Mm-hmm. Puis, tes grands-parents vivent en Argentine. Ouais. Donc, ça fait quand même un bon moment que tu n'es pas proche physiquement de tes grands-parents. Est-ce que tu as vécu un choc générationnel? Parce que justement, tu étais peut-être, comme tu le dis dans ton reportage, que tu n'es pas exposé habituellement à des gens de cet âge-là. Tu sais, comment est-ce que ça s'est manifesté, ça? Ben, c'est ça, je l'ai dit dans mon reportage, mais au début, genre, ça me stressait vraiment. Genre, j'étais comme intimidée devant des personnes âgées, de genre... Tu sais, un peu comme si il y a des gens qui savent pas trop comment agir avec des enfants. Donc, moi, c'était avec des personnes âgées, là, de genre, je savais pas quoi leur dire. J'étais comme, je sais qu'il faut pas comme les infantiliser. En tout cas, on dirait que j'étais comme très consciente de tout ça. Puis, tu sais, mettons, la première fois que je suis allée manger dans la salle commune, là, je me sentais comme si c'était genre la première journée au secondaire, genre, puis j'arrivais à la cafétéria, puis genre, je connais personne, genre. Je sais pas à quelle table je sais pas où m'asseoir, je suis là tout seul, puis là, il y a genre toutes les personnes âgées qui jasent, puis je suis genre... Il y a des dynamiques, là, pour avoir déjà fait des reportages en RPA. Il y a des clics, 100%. Il y a des tensions, des rivalités. Est-ce que tu t'es immiscé dans la gang des cools, dans les intellos, dans les sportifs? C'était quoi? Il y a 100% la gang des cools, puis genre, au début, j'étais vraiment en mode observation, là, de genre essayer de comprendre les dynamiques, mais genre, je suis allée parler un peu comme à tout le monde, mais c'est ça, c'était vraiment comme stressant, puis c'était confrontant, là, tu sais, de genre être autant que... Je me sentais rejet, là, tu sais, j'étais genre, qu'est-ce que je fais ici? Ils doivent tellement se demander, genre, pourquoi je suis là? Mais après, tu sais, après avoir comme franchi, mettons, cette barrière-là, je me rendais compte qu'eux, ils étaient juste contents d'avoir quelqu'un avec qui parler, tu sais, mais je pense que ce choc générationnel, c'était dans ma façon d'interagir avec eux, là, tu sais, mettons, une personne âgée va pas au même rythme que nous, est pas sur le même beat, fait que c'était comme de m'adapter, puis c'est ça, là, de m'adapter un peu à leur rythme. Mm-hmm. Tu sais, je suis curieux parce que sur papier, le programme est assez beau. Tu sais, quelques heures de présence, un logement, un repas. Mais sur le terrain, tu sais, est-ce que tu as eu l'impression, peut-être au début, quand tu connaissais pas trop les gens, de peut-être monnayer un peu ta gentillesse? Dans la mesure que quand ton toit dépend en partie de ta présence auprès des résidents, est-ce qu'il y a certaines interactions qui peuvent devenir comme forcées ou fake, théâtralisées parce que justement, il y a un contrat un peu ténu dans la présence des étudiants dans ces lieux-là? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une bonne question. Je pense que j'ai beaucoup observé Maya, là, qui est l'étudiante, qui est là depuis 2 ans. Grosse question, pourquoi tu as choisi d'habiter ici? Je vis avec mon grand-père depuis que je suis née. Puis dans le fond, nous, on habite dans un triplex, là, fait qu'il habite en haut, mais ma chambre est en haut avec lui. Puis j'ai des grands-parents qui, eux, sont en résidence. Puis je voyais la différence, mettons, sans dénigrer ma grand-mère, mettons, qui est en résidence, ben que justement, le fait d'être isolé avec des personnes du même âge que toi, ben ça fait que vous avez tout... Maintenir les acquis, ça peut même être difficile parce que tu vois juste des gens comme régresser. Parce que c'est sûr que moi, bon, dans le cadre de mon reportage, c'est sûr que genre, moi, j'allais beaucoup de l'avant pour comme développer cette relation-là avec les résidents. Mais je me suis posé la question quand j'étais là-bas, puis tu sais, j'ai beaucoup, observé Maya, j'ai posé des questions. Puis j'ai pas senti que c'était forcé. J'ai vraiment senti que ces interactions étaient super authentiques. Puis je pense aussi que comme avec n'importe qui dans la vie, elle développait des relations avec les gens qui étaient ouverts puis avec qui elle avait plus de points en commun. Puis elle était pas amie avec tout le monde. Là. Elle allait pas voir tout le monde nécessairement. Après 2 ans, je voyais qu'il y avait déjà des gens avec qui elle était plus amie, là, si on veut, là, vers qui elle allait plus naturellement. Puis les résidents aussi qui étaient intéressés à avoir cette relation-là avec elle allaient la voir. Puis j'imagine qu'au début, mettons, ça doit filer un peu plus comme une tâche. C'est un peu plus comme, OK, là, ça fait partie de comme mon contrat d'aller parler à ces gens-là. C'est un peu aussi ce que moi, j'ai senti au début. Là, tu sais, veux pas, c'était comme pas un claquement de doigts. C'est sûr que quand les liens ne sont pas encore comme cimentés. Exactement. C'est plus artificiel. C'est ça. Fait que je pense que 100% au début, il y a plus ce feeling-là. Mais tu sais, après, Maya, elle a comme 2 activités par semaine. Puis après, ses interactions qu'elle a dans le corridor, ça compte dans ses heures de bénévolat, mais je pense aussi que
c'est un certain type de personne qui va embarquer dans ce genre de projet-là. Elle étudie en psychoéducation. Fait que je pense que déjà, elle a comme cet intérêt-là. Fait que naturellement, ça fait qu'elle était plus ouverte aussi à aller voir les résidents. Là. Mm-hmm. On présente souvent ce genre de programme comme une petite réponse, comme une espèce de petit plaster à la crise du logement. Mais est-ce que ça ne révèle pas aussi quelque chose de peut-être de plus profond? Dans la mesure que, qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit « Oui, c'est une belle innovation sociale, mais c'est aussi une option crissement bricolée parce que notre société ne sait plus trop comment loger les jeunes ni prendre soin de ses aînés. » Mais ça a été une de mes questions au tout début quand on a comme brainstormé sur cette idée de reportage. Moi, je voulais vraiment savoir si ça pouvait être une solution, justement, ou une alternative ou une façon d'aider les étudiants à avoir accès, mettons, à du logement comme accessible. Clairement, c'est pas une solution, là. Comme dans le sens que c'est aussi, le programme n'est pas assez gros. 30 étudiants par année, c'est minuscule. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, c'est comme quand même aussi très encadré. C'est pas n'importe qui peut, genre, s'inscrire et participer à ce programme-là. Mais c'est vrai que, tu sais, sur papier, comme tu dis, c'est un win-win parce que c'est bon, logement accessible, briser l'isolement des aînés. C'est deux gros problèmes qu'on a. Je pense que ça vaut la peine d'essayer ce genre de comme modèle de cohabitation. Si c'est comme un programme qui peut aider deux parties, tant mieux. Mais je pense que ça mérite là, qu'on se pose plus de questions puis peut-être qu'on pense à des alternatives ou des solutions qui sont plus concrètes. Là. Mm-hmm. Puis, c'est ma question, mais après, parce que je suis curieux, mais est-ce que c'est un programme qui est réellement ouvert à tous les étudiants ou le processus de sélection finit par encadrer les profils les plus sages, les plus propres, les plus rassurants? Ouais. Ben c'est sûr que là, c'est pas genre l'étudiant qui est genre full sur le party, je pense. On ne va pas mener arriver comme à 3h du matin. Ouais. Hein? Fin de soirée. C'est la première fois que je rentre tard après être sortie. C'est drôle, mes amis riaient un peu de moi. Là. Ils étaient comme « T'as-tu demandé la permission? T'as-tu le droit de sortir? Tu fais-tu bosser ton couvre-feu? » Des filles comiques. Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, quand t'arrives là-bas, t'es vraiment indépendant. Là. Genre, t'as ta clé du logement et... Tu sais, moi, je pouvais rentrer et sortir à l'heure que je voulais. Là, ça m'emmenait, je vais genre à Igloo Fest, puis je rentre à 3h du matin. Après, c'est sûr, j'aurais pas, mettons, host un pré-drink dans mon 2,5. Là. Un after, genre. Non, c'est ça, là, un after qui finit genre à 5h. C'est sûr que non, là. Je pense que ça demande une certaine adaptation. Mais tu sais, j'ai parlé avec une des responsables du programme, puis tu sais, j'ai posé des questions de comment est-ce que eux font pour choisir les étudiants. Puis pour eux, c'est vraiment important d'avoir des étudiants qui sont intéressés aussi à la mission du programme. Là, puis ils sont capables de voir quand un étudiant applique juste parce que le logement est gratuit. Oui, parce qu'il y a besoin d'aide. Parce qu'il y a besoin, mais pour eux, c'est important que l'étudiant aussi soit down et partant de comme parler puis de développer cette relation-là. Fait que je pense que de base, il faut avoir cet intérêt-là parce que c'est sûr que si tu te fous des personnes âgées, ben c'est pas la place. C'est pas la place pour toi. Mais après, tu sais, Maya, c'est une fille full occupée qui avait plein d'événements, de parties. Tu sais, c'était pas genre l'étudiante entre guillemets parfaite qui passe ses journées à étudier. Tu sais, fait que je pense que si t'es capable de t'adapter puis de trouver un équilibre, tu sais, elle invite des amis sans stress. Tu sais, moi, j'étais beaucoup plus stressée au début. Là, genre, mon Dieu, il faut pas que je fasse de bruit. Puis elle était comme, non, là, ici, c'est chez vous, là, tu sais, tu vis ta vie, là. Est-ce que tu dirais que l'expérience a changé ton regard sur la vieillesse? Oui. Je pense que, ben, de deux façons, tu sais, autant j'ai rencontré des personnes qui sont bien, tu sais, à 95 ans, qui sont, comme, bien avec eux-mêmes, capables de passer du temps seuls, autant que j'ai rencontré des personnes que c'était moins le cas, qui se font comme pas tant visiter, mettons, par leur famille, qui vivent vraiment plus comme de la solitude. Que là, j'ai fait comme, OK, tu sais, j'ai vu, genre, les deux scénarios, si on veut. Je pense que ça dépend beaucoup de, comme, c'est ça, ton entourage, la famille, comme ta vie en général, là, mais comme... Mais ça, le fait de pouvoir parler de vieillesse avec ces personnes-là,
ça fait un peu moins peur de vieillir, de voir qu'il y a des gens qui sont bien vieux. Que tu peux bien vieillir, ouais. Oui, c'est ça. Puis, on parle de 1 repas par jour, mais on voit pas ces 10 repas dans le reportage. Non. C'était quoi ton mets préféré? Il y en a-tu un? Ah non! Parce que- Ah non, c'est pas si bon. C'était pas très bon. Mais est-ce que t'es une fine bouche? Hey, non, pour de vrai, je suis comme... Je suis pas... Genre, je suis capable là, de comme pas manger de la bouffe excellente, mais c'est parce que, genre, j'arrive au CHSLD, parce que le resto où, genre, mettons, je pouvais avoir mon repas gratuit, c'était soit au resto du CHSLD ou au bistrot. Tu sais, bistrot, c'était comme... C'est ça, là, de la bouffe un peu plus cantine. Là. Tu sais, mettons, il y avait de la poutine, et je pouvais avoir des sandwichs. Ça, c'était correct, là, tu sais, ça le faisait, mais genre, la bouffe au CHSLD, à un moment donné, j'arrive, puis il y a comme le menu, puis t'as comme différents niveaux de... Je sais même pas comment dire à quel point la bouffe est molle, genre. Fait que là, t'as comme différents niveaux en fonction des résidents. En fonction de tes dents, ouais. Oui, c'est ça, en fonction de tes dents. À un moment donné, le repas, c'était genre des pâtes avec des patates pilées, puis genre du brocoli. Tout avait la même texture. Tout était très, très mou. C'était pas délicieux. Ok. C'était pas top. J'ai pas profité de mon un repas gratuit par jour à Oh tous non, les jours. Non, plateforme. à m'emmener, j'étais genre, je peux pas, là. Pour conclure, si tu devais résumer ton mois en une seule phrase, ce serait laquelle? En une seule phrase, C'est tough. comme c'est question. tellement tough. Non, mais dans le reportage, j'utilise le mot enrichissant pour comme résumer ce mois-là. Je pense que c'est une bonne façon de résumer ça. C'est enrichissant, mais je pense aussi d'un point de vue plus personnel, on dirait que ça m'a comme réconcilié avec, genre, mettons, le manque de, mettons, de cette présence-là que j'avais, mettons, dans ma vie, là, de la figure, mettons, du grand-parent, tu sais, de pouvoir avoir rencontré des personnes avec qui je parle encore, là, tu sais, mettons, il y a Gabrielle que je suis retournée voir, j'y montre, mettons, mon tricot, là, genre, je suis rendue où il y a Gracia avec qui on faisait du casse-tête. Elle m'a envoyé une photo quand, genre, le casse-tête était fini. Il faisait un casse-tête de, genre, 4000 pièces. Fait que je pense que, c'est ça, c'était enrichissant, mais c'était aussi... c'est ça. On dirait que j'ai pas d'autres mots enrichissant, Gérer tes émotif. traumas. Ouais, bon. Si vous n'avez pas encore écouté le reportage d'Antonia, le lien est dans la description. Je vous invite à le faire, c'est excellent. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à Et toi. merci à Rafi derrière la console et à Émile, notre guide spirituel. Faites du bruit. Yeah! Let's go! Si vous avez aimé l'épisode, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour plus d'histoires et de rencontres, suivez aussi le Micromac d'Urbania. La semaine prochaine, on va savoir finalement si Hugo Meunier fait partie des Epstein Files. Oh my God. Bonne semaine.